Bonjour. Le 25 mai prochain, nous sommes invités à voter pour les élections européennes et d'autres scrutins. Quel est l'apport et quels sont les enjeux de la diaspora africaine pour ce jeu démocratique? Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui sur le plateau, Colette Djangang, bonjour. Bonjour. Louis Michel, bonjour. Pierre Miguicha, bonjour. Bonjour. Béa Diallo, bonjour. Bonjour. Christina Cotonou, bonjour. Bonjour Manin. Alors avant de commencer, je veux demander à chacun de vous de brièvement vous présenter votre parcours politique. Colette. Oui, bonjour, rebonjour. Je suis une femme de 49 ans. J'ai 3 enfants, je suis mariée. Et je suis médecin ophtalmologue à la base, donc rien en commun avec la politique. Et en 2004, je me trouve sur les listes, en 2000 déjà, je me trouve sur les listes communales de la commune d'Etterbeek. Et je suis suppléante et quelques 2-3 ans plus tard, je deviens conseillère communale. Et donc, je me suis toujours intéressée à la politique de ma commune. Et il y a 1 an et demi, de nouveau, aux élections communales, je deviens échevine de la culture, de la santé, des académies et d'une politique pour les personnes précarisées, toujours dans la commune d'Etterbeek. Voilà mon petit parcours politique en Belgique. Monsieur Louis Michel. Oui, j'ai été député, bourgmestre de ma commune pendant 26 ans. Et puis, j'ai été ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre, commissaire européen et député européen. Et je suis, tout le monde le sait, extrêmement engagé sur l'Afrique. Et donc, les personnes qui sont ici sont des gens que je considère totalement comme des compatriotes, puisqu'en plus, ils sont belges. Tout le monde sait que c'est mon engagement principal. Monsieur Pierre Miguicha. Voilà, donc Pierre Miguicha, j'ai 42 ans, je suis belge d'origine congolaise, de l'Est du Congo. Je suis marié avec une fille du Kasaï et avec un enfant. Alors, après ma carrière journalistique, je me suis engagé au CDH, j'ai fait les élections en 2009. J'ai été directement élu comme député régional bruxellois. En même temps, j'ai travaillé au sein de l'institution qui s'appelle le Parlement de la Communauté française, où on traite plus des matières personnalisables, donc aussi entre 2009 et 2013. Donc maintenant, je me présente pour le scrutin de mai 2014. Monsieur Béa Diallo. Oui, bonjour. Moi, je suis un ancien sportif, ancien boxeur professionnel. Je suis député au Parlement bruxellois et à la Communauté française, qu'on appelle aujourd'hui Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2004. 2009, j'ai été réélu. Je suis encore rejoint dans ma belle commune d'Ixelles, une très grande commune. Et je me représente aussi pour les élections voilà, de mai, du 25 mai. Madame Christina Cotonou. Voilà, mais je suis tête de liste pour les élections européennes de la part des fédéralistes démocrates francophones, FDF. Je viens d'entrer dans la politique, je n'ai jamais fait de la politique, donc je me suis lancée depuis 2 mois. Je suis professeure à l'ULB et directrice d'un centre qui s'occupe de la qualité de vie. Je suis également avocate spécialisée dans les affaires européennes et je travaille pour 15 ans sur des projets, que ce soit des projets qui s'adressent aux pays de l'Union européenne ainsi qu'à l'Afrique. J'ai un parcours professionnel académique dans 8 pays de l'Union européenne et justement, je me considère, je me veux comme le député de tous les Belges et qui sont les enfants de l'Europe et de toutes les communautés. Voilà. Okay. Alors, merci de vous être présenté. Avant de poursuivre notre discussion, d'entamer la discussion, je vous propose de regarder un petit clip. On a suivi Madame Djangang lors de sa campagne électorale. Oui, un mec qui a choisi pour l'Europe, il faut terminer pour la chambre.
Je te propose de voter pour moi, comme tu m'as toujours soutenu, de voter pour moi ici à la Chambre numéro 6, Colette Diom-Francu. Alors, Colette, donc voilà, on vous a vu dans votre commune d'Etterbeek en train donc en pleine campagne électorale. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à aller à vous présenter au niveau des élections et pour quelles raisons vous avez choisi votre parti, le Parti socialiste, et peut-être pas le parti de droite? Oui, c'est une question simple. Pour moi, je suis arrivée en Belgique il y a 22 ans et la galère, j'ai connu, les difficultés, j'ai connu. Et après tant d'années, je constate qu'il y a des personnes qui subissent encore le même parcours. Devant ces sentiments d'isolement de personnes que je rencontre tous les jours dans mon quotidien, au cabinet, dans les hôpitaux, devant ces sentiments d'indifférence, d'exclusion, tout au long de ma carrière, je n'ai pu qu'être de plus en plus sensibilisée et me constater que, bon, à mon niveau, au niveau de ma profession, je pouvais rendre un service tout à fait ciblé, mais pas groupé. Et je pense que de plus en plus, c'est ce qui a fait que je sois attirée par la politique. Et pourquoi le Parti socialiste? C'est vrai, ce sont les valeurs que le Parti socialiste défend qui m'ont attirée, les valeurs de solidarité, les valeurs d'être sensible aux problèmes de son prochain, que personne ne soit laissé sur le chemin. Ce sont ces valeurs-là qui m'ont attirée. Et je crois que c'est pour ça que je me suis retrouvée au Parti socialiste. Monsieur Louis Michel, que pensez-vous de la réflexion de Madame Djangang? Et bien sûr, vous avez une longue carrière politique. Quelles sont vos motivations après le bilan que vous avez D'abord, une petite mise au point. Évidemment, c'est une formule. Moi, je ne me sens pas de droite ni de gauche. Je me sens un humaniste progressiste. Et donc, je ne me réfère plus à ces référents-là parce que je pense que c'est hors de propos et c'est totalement dépassé. Je partage évidemment largement le sentiment de Madame et je la comprends très bien. Je pense qu'effectivement, elle a choisi, elle a fait un choix qui est un choix d'une conception solidaire de la société. Moi aussi. Simplement, nous avons sans doute le même objectif, nous empruntons des voies différentes. Moi, je respecte évidemment son choix et je ne le contesterai certainement en aucune manière. Je pense que la richesse d'une démocratie, c'est qu'il y ait évidemment des points de vue différents qui peuvent s'affronter. Mais au bout du compte, ce qui fait aussi la grandeur d'une démocratie, c'est qu'à un moment donné, on trouve toujours un consensus et un compromis qui fait la part belle aux uns et aux autres. J'ai souvent d'ailleurs dit que quand on négocie un accord, il faut que cet accord soit équilibré et pas déséquilibré. Un accord équilibré, on a toutes les chances qu'il soit respecté et tout le monde s'y retrouve. Je crois que c'est important quand même. Et donc, les sentiments que Madame exprime, je les partage totalement. Je crois qu'effectivement, je comprends son parcours. Je sais que les personnes qui sont ici et qui doivent faire ce parcours de migrants, par exemple, qui n'ont pas des racines profondes ici, qui n'ont pas l'accompagnement familial, qui n'ont pas l'accompagnement et peut-être aussi qui n'ont pas le regard toujours chaleureux de l'autre, je comprends que c'est plus difficile ce parcours-là. Ceci étant dit, par rapport à la question que vous posez, je pense quand même qu'en Belgique, on peut être assez fier de ce que les partis traditionnels ont réalisé en termes de capacité d'accueil. Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a toutes sortes de respirations différentes dans la société, mais au bout du compte, on peut quand même considérer que la Belgique est un pays accueillant. Est un pays qui, d'une certaine manière, intègre bien les gens qui viennent d'autres horizons. Est-ce suffisant? Non, évidemment, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que il n'y a pas un parcours éducatif dans l'école qu'on a connu on n'a pas connu ça par le passé. Je pense que les générations qui viennent vont être totalement dans le milieu multiculturel et vont vivre la multiculturalité comme une opportunité, comme un avantage, à la limite comme un privilège. C'est un peu comme ça, en tout cas, comme moi je le vois. Quand je suis dans les universités où je donne
plein de conférences. Mais qu'est-ce que je constate? Ce sont surtout les jeunes qui sont issus des nouvelles générations belges qui me posent des questions, qui sont intéressés, qui sont culturellement très bien informés. Très souvent, d'ailleurs, mieux informés que nos propres jeunes qui sont d'origine belge. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans cet ascenseur social, ils sont dans cet épanouissement personnel, dans cette dynamique, et ils mesurent peut-être mieux que d'autres le prix de l'éducation, l'avantage de l'éducation, le privilège que c'est d'être éduqué. Et donc, c'est un avantage. Quand je vois le nombre de professeurs, le nombre d'avocats, le nombre d'ingénieurs, le nombre d'ophtalmologues et de médecins qui sont dans notre société, c'est quand même un plus formidable. Parfois d'ailleurs, puisque vous parlez du rôle de la diaspora, parfois n'utilisons-nous pas suffisamment la diaspora comme relais dans les pays en voie de développement et comme opérateur dans les pays en voie de développement. Mais peut-être qu'on y reviendra. Oui, ça, justement, c'était une question. Monsieur Pierre Mugisha, vous avez même été candidat aussi aux européennes. Alors, quel est votre bilan politique et quelles sont vos motivations? Mais en fait, il y a, je dirais, un problème d'adéquation entre l'Assemblée où je siège, qui est aujourd'hui le Parlement bruxellois, et les attentes qui viennent des personnes issues de l'Afrique subsaharienne, dans mon cas, qui viennent me trouver par rapport à différentes problématiques. Il faut dire que la plupart des demandes qui sont formulées concernent des problématiques qui se traitent au niveau fédéral, voire au niveau européen, où je ne suis pas aujourd'hui comme parlementaire. Les problèmes de l'immigration, de regroupement familial, les problèmes de discrimination de manière générale, même s'il y a des outils qui existent aussi dans les régions, bien entendu. Et donc, c'est difficile, je dirais, dans le cadre de ce que j'ai pu faire au niveau du travail en commission, au niveau des textes que j'ai pu défendre, etc., de venir avec un bilan, on va dire, tourné vers la diaspora. Je pense que quelque part, notre rôle, et je pense que d'autres partageons ce constat autour de la table, c'est d'être des interfaces, des courroies de transmission justement de ces préoccupations que l'on entend sur le terrain, qui doivent être davantage peut-être débattues au sein de nos formations politiques, notamment dans le cadre du bureau politique qu'on a tous et tous chaque semaine, par rapport à des choses qu'on a davantage travaillées. Je prends un seul exemple, si vous permettez. Les difficultés que nous avons connues par rapport à l'après-élection au Congo fin 2011, on sait tous les remous que cela soulevait, notamment à la porte de Namur. Bia Diallo, d'ailleurs, le sait très bien, puisqu'il est échevin à XL, et je crois, était pendant cette période bourgmestre faisant fonction. C'est sûr que là, on ne peut pas, nous, en tant que parti politique, fermer les yeux et ne pas du tout relayer ça au niveau des instances. Et donc, je pense qu'on a été quelques parlementaires à le dire, mais c'est vrai que ce n'est pas au Parlement bruxellois ni à la communauté française qu'on traite ce genre de dossier. Mais donc, j'ai essayé, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, j'ai essayé d'être un relais entre ce que moi je perçois, ce que j'entends sur le terrain de nos concitoyens, parce que Louis Michel l'a dit, effectivement, la plupart d'entre eux sont belges aujourd'hui. Mais si ce sont des citoyens belges pour qui c'est encore très important que la Belgique donne sa voix dans le débat par rapport à des élections qui ont lieu dans un pays qui n'est plus lié de façon officielle à la Belgique, c'est quand même malgré tout important de le dire, surtout que cela a généré des incidents avec quand même des problèmes par rapport à des commerçants, etc. On était en période de fête, etc. Donc c'est pas négligeable. Donc je pense que voilà un petit peu ce que j'ai pu faire ou constater en 4-5 ans de mandat. Justement, on va alors poser la même question à Bia Diallo, qui va peut-être poursuivre par rapport à l'expérience dont vous avez parlé. Ouais, je dirais que c'est vrai que moi je ramènerais plutôt le débat effectivement par rapport à cette diaspora qui est ici aujourd'hui, comme M. Michel l'a dit, c'est une vraie force. Et je pense qu'aujourd'hui la Belgique a compris qu'il fallait utiliser cette diaspora. Moi je me souviens que quand j'ai grandi en France dans les années 80, et je voyais effectivement cette diaspora africaine en France avec la montée du Front National à Paris dans les années 80, qui était énorme. Et alors il y a eu toute une utilisation effectivement de l'immigration en France, qui était plutôt une immigration qui était plutôt basée sur la dimension sportive, notamment quand on regarde l'équipe de France, qui était assez représentatif de cette réalité-là. Mais dans la société de tous les jours, quand on voit, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de la représentativité dans les entreprises, on n'arrivait pas à retrouver cela.
chose qu'on retrouve beaucoup plus facilement en Belgique, mais par contre, l'équipe de foot n'était pas représentative des réalités bruxelloises. Et aujourd'hui, la Belgique a compris qu'il fallait utiliser cette diversité. Et on voit aujourd'hui, les Diables Rouges, effectivement, les résultats sont extraordinaires. Je pense que politiquement, aujourd'hui, en Belgique, il y a une belle représentativité dans tous les partis politiques, d'ailleurs, de la diaspora, qui est représentée. Alors, ce que je disais souvent, c'est que malheureusement, la diaspora ne parle pas d'une seule voix par rapport aux problématiques que peuvent rencontrer nos communautés, que ce soit en Belgique ou que ce soit effectivement les problèmes que nous rencontrons dans nos pays d'origine. Monsieur Louis Michel a dit tout à l'heure qu'il était important effectivement d'utiliser la force de cette diaspora par rapport, je dirais, à la coopération qui se met en place de plus en plus aujourd'hui avec les pays en voie de développement, sur nos pays d'origine. Et donc, moi, je veux dire, j'ai un bilan qui est assez large au niveau local où j'ai basé principalement mon travail sur la problématique des jeunes aujourd'hui infraqualifiés, parce qu'on retrouve effectivement cette dualité entre nos aînés ou les aînés qui sont j'irais surdiplômés, et puis à côté de ça, on retrouve et qui ne trouvent pas d'emploi et qui ont beaucoup de difficultés parce qu'on rencontre effectivement souvent des difficultés par rapport à la reconnaissance du diplôme ou parfois à des personnes qui ont eu un parcours ici avec des doctorats en Belgique mais qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'on retrouve la difficulté par rapport à ce qu'on appelle la discrimination, qui est une réalité aujourd'hui, mais qui est un combat qui est mené par tous les partis politiques, là, démocratiques en tout cas, qui est mené par ces différents partis politiques. Et aujourd'hui, je crois qu'au niveau local, il y a aussi un vrai travail qui est à mener. Ok, on va revenir sur la coopération Afrique-Europe après. Justement, je parle surtout aux élus d'origine africaine. Que répondez-vous à un électeur d'origine africaine qui estime que votre rôle politique est instrumentalisé? Ça, c'est par rapport au phénomène des communautés. Écoutez, moi, je pense que moi, quand j'ai été élu et qu'on m'a mis sur la liste, effectivement, du Parti socialiste, c'était deux choix. Que ce soit instrumentalisé ou que ce ne soit pas instrumentalisé, je pense que ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on est engagé et qu'on est élu, c'est de faire un vrai travail. C'est de faire un vrai travail et d'avoir une vraie reconnaissance, que ce soit par les politiques avec lesquelles vous travaillez, mais que ce soit aussi par rapport à l'image que vous représentez par rapport à votre communauté. Oui, je pense qu'on utilise toujours, dans les partis politiques, on prend des journalistes, on prend des sportifs, on prend des immigrés, je veux dire, il y a une représentativité réelle de la société. Alors, est-ce qu'on parle d'exploitation ou est-ce qu'on parle d'utilisation? Moi, je ne pense pas. Je pense que il faut prendre des personnes qui sont engagées réellement et qui font un vrai travail. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut plutôt juger, plutôt que de dire qu'ils ont été instrumentalisés ou utilisés. La diaspora, elle est là, elle doit avoir sa voix. Et pour qu'elle ait sa voix, la voix ne doit pas être nécessairement portée par des personnes de la même origine. Je pense que, voilà, il y a des personnes qui se battent, qui ne sont pas nécessairement de la même origine. On se bat pour tout le monde. On se bat on est élu en tant que Belge, et on est ici pour se battre pour nos personnes qui vivent en Belgique. Oui, juste je partage totalement ce que Béa vient de dire, mais j'aimerais ajouter quand même une dimension dans ce que les gens peuvent ressentir, parce que c'est plus dans le ressenti quand vous parlez du fait qu'ils disent qu'on est peut-être instrumentalisé. Première chose, on est, à mon avis, 7 ou 8 en Belgique à être des élus d'Afrique subsaharienne. On a notre mot à dire, on travaille sur des textes, je dirais, décrétales, des ordonnances, des lois. Et des textes qui sont déposés, je pense qu'on est actif. Et donc, être instrumentalisé, c'est juste utiliser notre image pour les élections et puis qu'on n'ait plus notre voix chapitre, c'est faux. Je pense qu'on a vraiment des choses à dire, des choses à apporter. Simplement, ça, c'est peut-être pas suffisamment médiatisé. Parce que le travail parlementaire, on le sait très bien, c'est un travail de l'ombre. Par contre, ce qui manque peut-être, et c'est peut-être un message que l'on doit adresser à nos différents partis, c'est un peu plus de visibilité au niveau des exécutifs. Bon, je sens que ça évolue même au niveau des chouinats, puisque là, on en a déjà. Mais l'exécutif majeur dans un pays, c'est bien entendu les postes ministériels. Et à ce niveau-là, il faut dire la vérité, il y a quand même un déficit par rapport à d'autres communautés d'origine en Belgique. Quelque part, le seul parti qui a montré l'exemple, c'est justement Louis Michel qui est à côté, qui pourra peut-être mieux en parler avec ce choix de Gisèle Mandela il y a quelques années. Mais pour le reste, on n'a pas eu malheureusement encore l'occasion d'offrir cette chance qui, pour le commun des mortels, signifierait beaucoup. Et vous entendrez beaucoup moins de gens dans la rue dire « Ah, voilà, on vote, mais finalement, qu'est-ce qui se passe pour nous ?» Et donc,
Bon, voilà, je pense que là, il y a peut-être un travail à faire et Voilà. que d'autres partis devraient... Avant de revenir vers M. Louis Michel, je veux donner la parole à Christina. Donc, Oui, donc, bon, moi j'ai fait l'objet d'une décision d'expulsion lorsque je suis arrivée ici à Bruxelles, bien que j'étais tout encadrée, il y a eu un peu d'excès de zèle de la part de l'administration, mais ceci m'a fait comprendre certains problèmes qui existent dans la société. Et justement, c'est pour cela que maintenant, je suis dans un parti qui est libéral social. Donc, ce n'est pas socialiste, mais ça ne signifie pas que je ne partage pas les valeurs de, comment on dit ça, de défense des droits de l'homme, de la lutte contre la discrimination. Mes priorités sont éradiquer la pauvreté. Mes priorités sont l'aide au développement. Mes priorités est de faire connaître le programme Erasmus, qui est un programme de mobilité aux Africains, de mettre l'accent sur l'éducation. Donc, j'ai des valeurs, disons, humaines de solidarité, mais qui plus est, j'essaie d'assurer l'applicabilité, la flexibilité, comment dire ça, que ces mesures puissent se transmettre et être appliquées d'une manière réelle au niveau européen. Je suis contre cette, comment dire ça, question, le vote communautaire qui, à mon avis, c'est une question commune, c'est une question rhétorique, oui, c'est une question qui est entretenue peut-être par le mass media. J'habite à Laken, dans un quartier qui est fort mixte. Je sors le soir, je parle à 2 pas avec un Africain, à 2 pas avec la population d'origine maghrébine, après avec les Roumains. Je ne fais aucune distinction selon la couleur de la peau. Mais je trouve que lorsqu'on on parle beaucoup de l'accès à l'emploi, de la croissance. Il faut savoir que toutes ces populations d'origine immigrée a souffert à cause de la discrimination, qu'on veuille ou pas. Ceux qui veulent entrer dans le secteur privé, peut-être dans le secteur... ceux qui veulent entrer dans la politique, peut-être c'est plus facile, je ne sais pas. Mais si on veut entrer, accéder à un emploi, il y a parfois des problèmes. Et ce qui fait qu'on essaie d'intérioriser cette discrimination en nous et on devient plus fort. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on a cette chance de pouvoir s'affirmer au niveau politique. Mais il faut savoir que moi, je n'ai même pas la nationalité belge. Et c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Europe qu'il y a une tête de liste qui n'a pas la nationalité de l'Union européenne. Donc, je suis franco-roumaine, mais je ne suis pas belge. Donc, moi, ce que je veux, il faut arrêter le clivage droite-gauche. Il faut savoir que maintenant, les socialistes font parfois une politique plus de droite que font les libéraux. Donc, il faut qu'on arrête, qu'on essaye de regarder les programmes et qu'on se tient à notre programme et qu'on évite les déclarations rhétoriques, politiques qui sont belles et bien, mais qui ne tiennent pas la route en pratique. Voilà. Okay, merci. Monsieur Louis Michel, vous voulez mettre un avis sur la déclaration de Moi, je suis très heureux d'entendre qu'il y a d'autres libéraux que moi autour de la table. Donc, au plus il y en a, au mieux c'est. Hein. Il n'y a aucun problème. Mais il vaut quand même peut-être mieux voter pour les libéraux authentiques. Petite remarque en passant. Moi, je voudrais revenir un instant sur le communautarisme. Je pense que, étant donné la situation qu'on a connue et que les migrants connaissent, le communautarisme est un phénomène qu'il était difficile d'éviter, je pense. Je pense que, par contre, ce qui ne va pas, me semble-t-il, et parfois ça a été encouragé par certains, je ne dis même pas par certains partis, mais par certains, c'est l'exaltation communautariste. Je pense que quand on joue sur l'appartenance à une communauté, on crée 2 effets. On crée un effet d'exclusion, on s'exclut soi-même, c'est un premier élément, et malheureusement, on nourrit aussi une réaction qui est une réaction de type raciste ou xénophobe, ou de rejet. Et donc, le communautarisme, quand on l'exalte et quand on l'instrumentalise trop, tout ça est une question d'équilibre, mais quand on l'instrumentalise trop, alors évidemment, on a des effets qui me paraissent être le contraire de ce qu'on recherche. Ça brise la cohésion aussi. Oui, voilà, c'est vrai. Ça empêche une société de vivre dans la cohésion. Ça, évidemment, vous donniez un exemple personnel qui était très bon, ça casse la mixité sociale. Or, moi, je pense que la cohésion sans mixité sociale, c'est extrêmement difficile à vivre. Prenez le modèle américain, vous avez en
fait les pauvres avec les pauvres, les moyennement pauvres avec les moyennement pauvres. Vous avez des clivages sociaux qui empêchent cette cohésion et qui empêchent évidemment l'harmonie d'une société. Donc le communautarisme, moi je suis extrêmement craintif par rapport à ça. Je suis terriblement attentif en tout cas à essayer d'échapper à ça. Même s'il est vrai, ça je comprends bien, que les communautés, quand elles se sentent fragilisées, recherchent des porte-voix, commencent évidemment par leur communauté. Donc je ne vais pas les commencer à faire le procès de ce qui s'est passé. Je dis simplement que le communautarisme, quand il exacerbe la différence ou l'appartenance à une communauté, est dangereux. Un dernier mot par rapport à la diaspora. J'ai beaucoup traité avec la diaspora, pour le meilleur et pour le pire. Je dois vous le dire. Ce que Béa a dit tantôt est très juste. Il y a un problème avec la diaspora. Et je pense que c'est un problème que nous pourrions tous aider, tous les partis démocratiques, à résoudre. Je pense que la diaspora devrait véritablement disposer d'un conseil de la diaspora, par exemple, des pays subsahariens. Ce serait intéressant d'avoir une véritable plateforme qui serait des interlocuteurs permanents des autorités. Je pense que ça aiderait beaucoup. Moi, ma grosse difficulté, vous avez parlé du Congo, hein, j'ai été mêlé dans toutes ces médiations, je suis encore dans beaucoup de médiations en Afrique, mais parlons par exemple du Congo, j'ai eu les pires difficultés, même simplement à alimenter un débat dépassionnalisé sur ce sujet-là. Ça a fait beaucoup de problèmes. Vous savez, tout le monde pensait que je soutenais Kabila. Évidemment, avec qui vouliez-vous que je parle quand j'étais ministre des Affaires étrangères? Je devais bien parler avec l'autorité qui était là devant moi. Alors on m'en a voulu. On m'a dit, c'est toi qui as mis Kabila au pouvoir. Non, je n'ai pas mis Kabila au pouvoir. À un moment donné, bon, Joseph Kabila n'a pas été mauvais pendant la transition, c'est après que ça s'est un peu gâté. Je crois qu'il a mal utilisé la légitimité qu'il avait avec l'élection. Ça, c'est un peu dommage. Et la dernière élection n'a pas été bonne de ce point de vue-là. Mais donc, le problème, je voudrais vraiment qu'on aborde ça quand même, la question de la représentation de la diaspora. Comment la diaspora parle-t-elle de préférence d'une seule voix? Comment elle organise son dialogue apaisé et apaisant en son sein? Je crois que ça, ce serait intéressant. Et vous savez, c'est pour ça qu'on n'utilise pas, que les politiques, même à la Commission, n'utilisent pas comme opérateurs de développement les gens de la diaspora. Parce qu'il y a autant d'options qu'il y a souvent de citoyens dans la diaspora. Donc il suffirait d'un peu plus d'unité et d'unicité pour que ça devienne une arme tout à fait positive pour le développement. Okay. Colette, je vais d'abord vous laisser parler, après je donne la parole à Christine. Oui, je ne vais pas parler longtemps. Je voulais, à propos du communautarisme, dire que oui, je suis d'accord avec vous ici autour de la table qui dites que c'est anti-cohésion, anti-mixité. Mais je suis aussi d'accord avec ceux qui disent que on est souvent renvoyé à ce communautarisme quand on devient, quand on se met dans la politique et parce que je remarque qu'on a tendance toujours à me poser des questions en fonction de ma communauté. Pourtant, je suis tous les jours confrontée avec des patients de toute origine et même dans ma vie à la commune, je travaille avec des personnes de toute origine, mais qui sont devenues belges. Et ensemble, nous construisons la Belgique. Ensemble, nous voyons un projet commun pour notre quartier, pour notre ville. Et je dis toujours, nous avons certainement pas le même passé, mais nous avons le même présent et nous avons le même futur, puisque nous sommes tous là. Nous devons réfléchir pour mieux construire ce pays qui nous a accueillis, ce pays pour lequel nous sommes là et nous travaillons. Mais à chaque fois, je constate que on est toujours envoyé à nos communautés d'origine. Et j'insiste parce que ici, je suis 6e à la Chambre pour les élections du 25 mai. Et j'espère que à ce niveau-là, je ne vais pas aller parler que de la communauté d'où je viens, que je vais aller parler que je vais défendre des valeurs qui concernent le pays dans lequel je vis.
Voilà, je vous remercie. Oui, Christina. Bon, voilà, en suivant M. Louis Michel, je commencerai moi aussi à dire, voter l'Europe fédérale. FDF, c'est le seul parti qui défend l'Europe fédérale. On est des fédéralistes authentiques. Mais on est des vrais fédéralistes. Mais c'est une affirmation Et maintenant, j'aimerais bien scandaleuse. continuer également. Si vous voulez la polémique, Monsieur Louis vous allez la voir, Michel, vous je savez, suis une vous femme le dites. émancipée, donc j'ai le droit de dire ce que je pense. Oui, bien entendu. vous Oui, avez le merci. droit, mais Je pas peux de dire des continuer. contre-vérités. Je peux continuer. Vous n'avez pas le droit de dire Il des s'agit, choses qui sont des mensonges. en ce qui concerne votre réflexion concernant le Conseil de diaspora, moi je proposerais que ce Conseil, s'il va se faire, eh bien, il doit être consulté chaque fois en ce qui concerne la politique d'immigration afin d'assurer un parcours citoyen aux immigrés. Il faut que tous ces conseils deviennent un porte-à-faux pour les politiques au niveau européen. Voilà. Mais je voulais rebondir Oui. là-dessus, de 30 secondes, en parlant de conseil de la diaspora. Mais évidemment, moi, c'est le discours que je tiens depuis des années en disant qu'effectivement, dans la communauté subsaharienne, il n'y a aucune cohésion. Le problème, c'est qu'on est non seulement en interne dans nos pays d'origine, on est communautarisé, mais en plus de ça, on défend carrément notre village. Et donc, s'il n'y a pas une cohésion globale par rapport à une vraie demande qu'on pourrait mettre en place, notamment, moi je pense que c'est là-dessus qu'on s'est engagé d'ailleurs au niveau du Parti socialiste, c'est de dire il faut qu'il y ait un centre culturel africain. Ok, Il faut qu'il y ait un centre culturel On africain. passe à Pierre Guichet, puis on va enchaîner parce qu'on a l'heure avance. Oui, Donc, l'absence de trouver donc des interlocuteurs effectivement de choix, ça on l'a constaté aussi. Et je pense que c'est une suggestion qu'on avait eue également de faire en tout cas une sorte de plateforme d'associations, etc. Il y a des origines différentes et tout, mais il faut faire avancer certains dossiers. Et je vous assure qu'en fait, même les associations ne savent pas toujours à quelle porte frapper. Et donc là, je pense qu'on peut aussi aller dans ce sens-là. Juste une remarque. Il y a un vrai problème malgré tout d'avoir des interlocuteurs. Louis Michel l'a plus ou moins évoqué tout à l'heure. La plupart de nos pays en Afrique connaissent, et c'est logique, c'est le rôle de la démocratie, une opposition qui est relativement forte, et beaucoup d'ailleurs se manifestent à l'étranger et singulièrement en Belgique. Et donc on se retrouve face à le fait de trouver un équilibre entre respecter, je dirais, ce qui fait notre core business, à savoir on est ouvert à tout le monde, on est démocratique, on va entendre tout le monde, et en même temps respecter aussi les accords de la Belgique au niveau international, au niveau diplomatique. Moi-même, j'ai senti beaucoup de difficultés lors de la visite récemment de M. Kagame en Belgique, où il y avait une forte opposition, il y a une forte opposition ici en Belgique, et le moindre pas vers cette opposition en termes même d'écoute est considéré comme une offense à l'État rwandais, et donc ça suscite des incidents diplomatiques. Donc il y a un vrai problème. Je pense qu'il faut pouvoir dialoguer avec tous les citoyens belges d'origine, mais ils sont belges, et les écouter par rapport à différentes difficultés, sans prendre le risque ou sans considérer qu'on prend un risque majeur à se mettre en porte-à-faux par rapport aux relations diplomatiques. Et je trouve qu'être trop frileux par rapport à ça, moi ça me pose un problème. Je trouve qu'on est un État de droit. Les citoyens belges ici, certes qui sont d'origine, doivent être entendus, et indépendamment de leur clivage. Donc, il faudrait peut-être rééquilibrer les choses. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je ne comprends pas bien ce que vous dites. Mais entre quand vous dites que votre interlocuteur c'était M. Kabila, vous êtes ministre des Affaires étrangères, mais à partir du moment où le politique parle ici à des citoyens d'origine congolaise, ils doivent parler à la fois à des gens qui sont proches du pouvoir, mais aussi à des gens qui sont de l'opposition. C'est ça que je veux dire. C'est ce que nous Et ça, avons. ce n'est pas. Non, non, ce n'est pas du tout une critique vis-à-vis de vous. Je dis de manière générale. C'est très difficile. Mais oui, c'est ça que je. Parce qu'il faut quand même dire, les gens de la diaspora qui sont dans l'opposition par rapport au gouvernement de leur pays, ils sont ici, d'une certaine manière, quand même à l'abri par rapport à ceux qui sont là-bas. Moi, mon premier rôle quand même, quand on s'occupe de politique étrangère, c'est tout de même de faire en sorte que les gens là-bas vivent mieux, et vivent plus heureux, et vivent plus démocratiquement, et vivent plus libres. Donc c'est pas aussi évident ce que vous dites. Mais j'ai constaté, c'est évidemment, j'ai constaté que c'était difficile de traiter avec l'opposition, parce que l'opposition qui était ici, d'office, vous considérez comme un allié du partisan. pouvoir. Ben oui, évidemment. Et ça, c'est une grosse difficulté qu'on a toujours. Hein. C'est difficile de garder la neutralité quand on est ministre des Affaires étrangères, apparemment. C'est vrai. Ok. Alors justement, par rapport aux élus issus de la diaspora, je voulais d'abord savoir, Monsieur Louis Michel,
est-ce qu'un élu de la diaspora a facilement, par rapport au témoignage de Pierre Midicha, lui qui était candidat aux élections européennes, y a-t-il des élus d'origine africaine qui ont leur chance d'accéder sur les listes européennes? D'abord, il y a évidemment, on aurait pu lui demander de venir, on l'a fait à dessein, que ce soit moi qui vienne, pour ne pas envoyer justement quelqu'un d'origine africaine. Sinon, il y a une personne qui sera sans doute élue chez nous, c'est Assita Kanko, qui est d'origine burkinabé, qui est quelqu'un d'extrêmement dynamique, qui a beaucoup d'idées, qui travaille beaucoup et qui est 4e à la Chambre. Donc normalement, elle devrait être élue. On a aussi des gens en bon ordre, puisque le 3e est aussi d'origine étrangère, puisque lui, il est plutôt d'origine marocaine. Donc je crois que c'est marocain. Oui. Et donc, qui a aussi une sérieuse chance. Ce sont d'ailleurs des gens, pour dire la vérité, ce sont des gens qui ont fait un parcours d'intégration et de réussite professionnelle réelle qui démontre chaque fois, c'est un peu comme madame, ce sont des exemples à suivre. C'est aussi, ça a un effet d'élévation qui est intéressant évidemment. Et donc oui, bien entendu. Oui, moi je pense que tous on est d'accord sur l'idée que le vote communautaire n'est pas quelque chose de bien parce qu'il brise la cohésion. Et Colette le disait, que parfois on est obligé de retourner à nos communautés. Et je pense que c'est ici notre responsabilité de rester, de se mettre debout et dire, voilà, on veut lutter pour les gens, peu importe la couleur de la peau. On a un bon programme qui s'adresse à leurs problèmes, éradiquer la pauvreté, assurer une qualité d'éducation, mettre à leur disposition, vulgariser toute l'information qui est au niveau européen afin que tous les Africains puissent profiter. Vous savez, je me suis promenée là dans mon quartier à la, quand je les avais demandé est-ce que vous connaissez le programme Erasmus? C'est quoi le programme Erasmus? Ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas, ils savaient toute personne qui, comment dire ça, jeune, qui vient d'une famille en difficulté, doit pouvoir profiter de tout ce qui se passe au niveau européen. C'est-à-dire de toutes les mesures en matière d'éducation, d'accès à la formation de qualité, pouvoir voyager. Vous savez, quand j'ai fini, je suis venue de la Roumanie communiste, la première chose, j'ai eu une bourse que j'ai dû rembourser lorsque j'ai commencé le travail. Mais la première chose que j'ai fait, j'ai voyagé dans l'Europe pour me sentir bien. Et ça m'a aidé énormément pour me renforcer, pour développer ma multiculturalité et mon esprit de cohésion. Donc maintenant, quand j'ai devant moi un Africain, c'est l'un de mien. Et je le dis ça pas pour... Déjà, le simple fait que je suis ici présente, ça m'a fait que je me sens bien. Je me sens bien. Je ne sais pas s'il y aura des votes, je ne sais pas si quelqu'un va voter pour moi, mais le simple fait que je sois ici, c'est quelque chose de bien. Oui, je veux vous laisser terminer parce qu'après on va conclure. Oui, allez-y. Très brièvement. En fait, moi je suis contre la communautarisation exacerbée ou l'exaltation. Oui. Par contre, moi je ne suis pas contre le fait qu'il y a un vote communautaire. Je m'explique. Je pense qu'on est tous d'accord sur l'idée, il me semble en tout cas qu'il est logique que les conseils communaux en Belgique, que les parlements, idéalement, soit à l'image de la population, de ce que fait aujourd'hui la Belgique, la richesse de la Belgique dans sa multiculturalité. Et donc, pour moi, il n'est pas anormal, et je dirais même qu'il est peut-être intéressant de constater que certains sont peut-être plus intéressés, tournés vers des candidats de certaines origines, et ça donne des résultats qui, quelque part, font un parlement, qui font un parlement à l'image de la société. Ça ne veut pas dire que les élus d'origine par exemple africaines, ne s'adresseront qu'à leurs concitoyens d'origine. Ils traiteront des dossiers qui concerneront tout le monde, comme l'a très bien dit madame ici. Donc voilà. Mais moi, ça me dérangerait quand même qu'on dise qu'il y a un Parlement, je vais utiliser une image un peu forte et j'en ai pour 10 secondes, 100% blanc, et en disant, voilà, de toute façon, on s'occupe de tout le monde. Les gens ne s'y retrouveraient pas et vous forceriez la communautarisation, la ghettoisation. Et donc ça poserait... C'est un appel au communautarisme, ce que vous venez de faire. Mais ça m'inquiète, ça, quand même. Ça, c'est un véritable appel au communautarisme. Non, mais moi je voulais juste intervenir sur ce que Pierre dit, mais il y a une chose qui est claire, Pierre. Aujourd'hui, pour être élu au Parlement, il faut 4000 voix. D'accord? Donc si on cible une stratégie que communautaire, vous pouvez être certain qu'on ne sera pas élu. Je veux dire, pour être élu, il faut être pluriel. Je veux dire, pour pouvoir toucher tous les publics. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné... C'est qui parle. Exactement. Donc je pense qu'il faut savoir se vendre aussi. Je pense que toi, si tu as été élu, tu n'as pas été élu que par ta communauté. Non, mais j'ai dit... J'ai pas dit ça. Non, j'ai dit... Le vote communautaire, ça veut dire que certains électeurs
ont des préférences qui vont plus vers un élu qui a des origines africaines, c'est tout ce que je dis. Mais moi, je fais campagne voilà, dans tous les milieux. Malheureusement, on arrive à la fin. On va refaire un petit tour de table en demandant à chacun de vous s'il devait s'adresser à son électorat, à l'électorat belge, à l'électorat de la diaspora africaine, quel serait son message? On va commencer par Madame Jongang. Commence toujours par moi. Désolée. Bon, voilà, si je devais m'adresser à mon électorat, je dirais que je voudrais, comme j'ai dit au début, qu'il me fasse confiance. Je suis 6e sur la liste du Parti socialiste à la Chambre. Et les enjeux pour les élections sur le plan de la Belgique sont connus, les transferts des compétences. Et il faut voir un peu plus le problème aussi communautaire en Belgique entre la Flandre et la Wallonie et Bruxelles qui est de plus en plus reconnue et comme une communauté à part entière, mais qui doit être plus financée. Mais bon, ça, c'est pas tout à fait mon domaine, je ne vais pas rentrer dedans. Mais je dis à mes électeurs de me faire confiance parce que je voudrais participer à cette belle construction. Je voudrais continuer le travail que j'ai commencé au niveau communal, mais à une petite échelle, pour les personnes précarisées au niveau de la santé, améliorer les inégalités d'accessibilité aux soins de santé et améliorer aussi au niveau scolaire les possibilités de nos jeunes parce que l'école qui est un ascenseur social doit continuer à être l'ascenseur social, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et je voudrais faire participer de mon expérience pour la construction de ce beau pays qu'est la Belgique. Monsieur Louis Michel, vous qui êtes candidat à l'Europe. Je pense que les amis africains qui nous regardent me connaissent, ils savent tout l'investissement que j'ai fait en faveur des pays africains et des Africains, que ce soit en Belgique surtout, mais ce soit aussi en Afrique. On sait très bien le rôle que j'ai joué au Mali, que j'ai joué au Congo, que j'ai joué au Rwanda et que je continue pour le moment puisque je suis envoyé spécial d'Abou Diouf en République centrafricaine. On sait très bien le rôle que j'y joue et donc tout le monde sait que l'essentiel de mon combat politique, ça a été véritablement le développement des populations africaines. Et bien entendu, au travers de politiques de développement comme l'éducation, la santé, l'accès à la culture aussi, parce qu'on oublie souvent la culture comme levier de développement. Lorsque j'étais commissaire, j'ai introduit une ligne budgétaire pour utiliser cette ligne pour soutenir la culture, notamment africaine. Et d'ailleurs, soit dit en passant, il y a un pillage qui est en cours aujourd'hui et qui est un pillage culturel de l'Afrique, que ce soit par exemple dans la mode, dans le stylisme, et aussi dans l'art. On copie littéralement l'art africain, il faut le savoir, et la culture africaine. Et donc, je pense que les Africains savent tous que je les considère comme des frères et comme des sœurs. Je n'ai jamais émis la moindre distinction entre eux et nous. Je pense qu'ils apportent et qu'ils apporteront encore beaucoup, parce que ça c'est une autre considération, ça mériterait un débat à lui tout seul. Le prochain continent qui va émerger, qui va véritablement exploser pour le meilleur, c'est le continent africain. Tous les chiffres l'indiquent. On a aujourd'hui une croissance qui est de 5 à 6% annuellement. On n'a nulle part ça dans le monde. Alors bien sûr, il y a une partie qui vient de la vente des ressources naturelles, mais le développement africain est en marche. Et j'ai d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus. Il y a une alliance indispensable entre l'Europe et l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe peut-être n'est pas assez tournée vers l'Afrique, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique. Monsieur Midisha. Et moi, je commencerai par dire qu'il faut me trouver sur les listes, puisque je pousse la liste, je suis 71e à la région pour le CDH. Le message que j'ai envie de faire passer, il est simple. C'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur par rapport à ce qu'on entend, ce qui a été dit. J'entends trop sur le terrain, je fais campagne depuis quand même de nombreuses semaines, des personnes qui sont tentées par des partis extrémistes, par des partis qui n'ont pas du tout l'occasion de participer à l'élaboration de notre Belgique unitaire. Et donc, je pense que c'est important de leur rappeler un petit peu de la nécessité de se tourner vers
vers un parti comme le CDH qui a toujours été à la pointe au niveau de cette Belgique unitaire. Deuxième chose, j'ai un bilan, et je pense que j'en suis relativement fier. J'ai un qui peut être vu sur mon site internet, c'est très simple, pierremiguichard.be, et donc les gens se feront leur propre opinion. Je pense que je ne vais pas ici étaler tout ce que j'ai fait, mais simplement, il y a des députés qui sont élus, qui parlent beaucoup, qui se montrent finalement que quasiment en période électorale, et où le bilan, quand on secoue un peu, quand on creuse un peu, c'est vide. J'ai la prétention de dire que ce n'est pas mon cas, et que j'aimerais bien effectivement qu'on puisse me refaire confiance pour les 5 années à venir et défendre ces projets qui vont profiter à l'ensemble des Belges, l'ensemble des Bruxellois en ce qui me concerne, et c'est ça l'essentiel. Voilà, merci en tout cas pour l'invitation. Moi je dirais que je suis 13e à la région de Bruxelles-Capitale. Et je dirais simplement qu'aujourd'hui, le débat était assez intéressant. Alors, il était axé effectivement par rapport à l'électorat subsaharien principalement. Et le message que je passerai tout simplement, c'est que le 25, il faudra faire le bon choix, le 25 mai. Et je ne dis pas de voter spécifiquement pour moi, mais en tout cas, je dis de faire le bon choix, parce que comme Pierre Méguichal l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement des gens qui sont de plus en plus tentés par des partis qui sont de plus en plus extrêmes parce qu'ils sont révoltés par rapport au système, parce qu'ils en ont assez du fonctionnement politique. Aujourd'hui, de la manière dont ça fonctionne, alors qu'il y a eu beaucoup d'acquis qui ont été faits pendant cette législature, le bilan, il est parlant. C'est vrai que je ne vais pas donner mon bilan ici, mais comme Pierre l'a dit, il y a des députés qui travaillent, il y a des députés qui parlent beaucoup. Voilà, beadiallo.be, tout mon bilan est dessus, et donc je crois qu'il est important aujourd'hui en tout cas de pouvoir aller vers les prochaines élections en se disant on fait le bon choix. Okay. Christina. Voilà, bon, je pense que rien n'est acquis. En tant que politicien, il faut tout le temps travailler, qu'il faut se remettre en cause. Je dirais qu'il faut tout d'abord, enfin, je disais voter pour moi parce que je suis une alternative crédible, parce que je me batte, je suis sur les barricades pour défendre vos droits et les droits des Africains, des Européens, je veux dire. Je me bats pour une Europe qui nous assure une meilleure vie, qui nous assure une vie meilleure pour les générations à venir. Et pour finir sur une note, disons, un petit peu comique, ben voilà, je vous montre ici une caricature avec le signe du Stromae. Je ne sais pas. Donc, pour vous dire que justement, je suis pour un vote qui se fait par rapport à la capacité, par rapport comment dire ça, à la fiabilité de nos programmes et pas par rapport à la couleur de la peau. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé à cette discussion. Merci, bonne chance pour les élections. Au revoir. Merci beaucoup.